Bonsoir et bienvenue sur France 3 Aquitaine pour ce nouveau débat avant le second tour des élections municipales. Aujourd'hui, Oloron-Sainte-Marie, 10 684 habitants, capitale du Haut-Béarn, sur la route de l'Espagne par le tunnel du Somport. Une ville avec un tissu économique important, deux gros employeurs, Lint où sont fabriqués les fameux Pyrénéens et Safran où sont produits des trains d'atterrissage. Mais une ville où subsistent de nombreuses difficultés et nous y reviendrons. Oloron, capitale historique du Béret, notamment avec l'Olaire, ce qui nous fait dire que le Béret est bien béarnais et non pas basque. Enfin, Oloron, où l'alternance politique est de mise. En 2001, l'UMP Hervé Luc Béreil est élu maire. En 2008, le socialiste Bernard Uturi lui ravit la mairie. Puis retour d'Hervé Luc Béreil en 2014, devançant Bernard Uturi de 8 petites voix, notamment grâce à l'alliance d'entre-deux tours avec Daniel Lacrampe. Sur ce plateau, 4 invités, 4 candidats. Le socialiste Bernard Uturi, bonsoir. Bonsoir. Pour la liste Oloron en commun, vous êtes vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, ancien maire d'Oloron de 2008 à 2014. Hervé Luc Béreil, bonsoir. Bonsoir. Pour la liste Confluence des énergies, vous êtes un homme de droite, maire sortant et maire également de 2001 à 2008 et ancien conseiller général des Pyrénées-Atlantiques. Daniel Lacrampe, bonsoir. Bonsoir. Pour la liste Oloron, capitale du Haut-Béarn, homme du centre, président de la communauté de communes du Haut-Béarn, premier adjoint au maire sortant. Enfin, Nathalie Pastor, bonsoir. Bonsoir. La petite nouvelle dans ce paysage politique, à la tête de la liste citoyenne. Vous n'avez aucun mandat et vous êtes travailleur social. Lors de ce premier tour des élections, le socialiste Bernard Uturi a totalisé 38% des suffrages, Hervé Luc Béreil 29,2% des voix au premier tour, Daniel Lacrampe 19,1% des voix. Enfin, Nathalie Pastor, vous avez totalisé 18,7% des suffrages avec une abstention un peu plus faible qu'au niveau national puisqu'il y avait 40% d'abstention sur Oloron. Alors chacun d'entre vous pouvait se maintenir au second tour dans une quadrangulaire. Il n'y a pas eu d'accord possible dans l'entre-deux tours. Hervé Luc Béreil, pourtant, vous avez tendu la main à Daniel Lacrampe, avec qui vous aviez fait alliance il y a 6 ans. Oui, nous avions fait alliance effectivement il y a 6 ans et au premier tour des élections de 2014, nous avions l'un et l'autre, en additionnant nos voix, 800 voix d'avance. Et puis 8 jours après, nous avons fini à 8 voix d'avance. C'est ce qui m'a laissé penser que les fusions n'étaient pas forcément une bonne solution. Je croyais par contre que la simple logique qui veut que quelqu'un qui a été premier adjoint pendant 6 ans et a voté toutes les décisions qui ont été proposées en conseil municipal pouvait conduire à un accord tout simple qui était un accord de désistement réciproque. Bon, ça n'a pas été le cas. On affronte la situation telle qu'elle est. Daniel Lacrampe, pourquoi avoir refusé cet accord ? Bien, Hervé Luc Béreil vient de le rappeler, il y a eu une fusion en 2014. Nous totalisions 56% des voix. Face au maire sortant, donc il y avait une responsabilité à assumer, mais j'ai le souvenir que très vite après cette fusion, très vite après le début de ce mandat, Hervé Luc Béreil me disait et laissait entendre qu'il avait fait une grosse bêtise en fusionnant parce qu'il avait finalement pas besoin de nous pour gagner, il aurait gagné tout seul. Et il disait également régulièrement l'équipe Lacrampe, 3 ans de purgatoire. Donc l'équipe Lacrampe n'a pas souhaité reconnaître ce pareil épisode. Et, pourtant, cette fusion, ça vous a apporté quand même la communauté de communes, la présidence de la communauté de communes. Oui, ça m'a apporté, en tant qu'élu de la ville d'Oloron, j'ai été ensuite candidat à la communauté de communes. J'ai été élu en 2014 président de la communauté de communes du Piémont-Oloronnais et j'ai été élu début 2017 président de la communauté de communes du Haut-Béarn à la suite de la fusion avec les territoires de la vallée d'Aspe, de la vallée de Barétouche, de la vallée de Josbec et du Piémont-Oloronnais. Hervé Luc Béreil, vous n'avez pas été tendre avec Daniel Lacrampe dans cet entre-deux tours. Je vois, c'est le 4 juin, si je ne m'abuse. Vous disiez, Daniel Lacrampe n'est élu que sur une liste menée par les autres. Il trahit son camp en s'alliant avec ses adversaires. Oui, je pense qu'aucun de nos électeurs ne comprend que dans la situation qui est la nôtre, où nos deux listes ensemble font 50% au premier tour, face à Bernard Uturi qui a fait 37 ou 38%, personne ne comprend que l'une de ces deux listes ne se retire pas pour laisser toutes les chances aux autres.
Eh bien, c'est un choix qui a été fait par la liste arrivée en seconde position, celle de M. Lacrampe. Il lui appartiendra le moment venu de tirer les conclusions de ce qui se passera, et les électeurs aussi comprendront. Bernard Rupturi, cette mésalliance, enfin ce non-accord, ce désaccord entre ces deux candidats, ça fait vos affaires. Écoutez, je ne me contente pas du résultat de dimanche dernier et je suis loin de toutes ces, du premier tour. Et je suis loin de toutes ces acrobaties politiques, loin de tous les mercatos et des mésalliances qui peuvent présider à des listes dont on voit bien, une fois qu'elles se sont alliées contre nature, ce que ça donne en termes de gestion. Donc je ne me contente pas de ce résultat, pas du tout. Nous sommes restés concentrés pendant ce long épisode du confinement à travailler par le biais de visio, d'audioconférences pour enrichir notre programme, du moins le compléter. Il avait du sens par rapport à ce qui s'est passé. Nous l'avons enrichi de manière à proposer aux Oloronaises et aux Oloronais un programme qui sera en accord avec la crise sanitaire, sociale, psychologique, mais aussi les effets de la crise économique qui ne manqueront pas d'avoir des répercussions sur notre territoire comme sur tous les territoires. Nathalie Pastor, il y a eu une réunion entre vos deux listes, oui. Et vous n'êtes pas arrivé à un accord, pourquoi ? Pourquoi ? Je vais dire, on a discuté pendant 3 heures quand même. Après, nous, l'objectif final de cette discussion, c'était vraiment de trouver, non pas un accord, mais de discuter, parce qu'on va se retrouver clairement. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire là maintenant, ce sera M. Thury qui va gagner, enfin, peu importe. On va devoir travailler tous ensemble. Et je pense que là, ce qui est intéressant, là, on a fait un débat il y a 2 jours avec Radio Oloron. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y avait beaucoup plus d'écoute dans ce débat. Et voilà, on est vraiment dans cet objectif de voir comment on peut commencer à construire des choses, voir où sont les valeurs sur lesquelles on peut s'appuyer, où sont nos désaccords vraiment, et comment on peut trouver des solutions tous ensemble. On est vraiment dans cette politique différente dont vous m'aviez déjà parlé, cette vision politique qui est dans la construction, co-construction avec toutes les personnes qui sont là. C'est ça, faire de la politique autrement, c'était ne pas accepter de fusionner de listes. C'était, peu importe la fusion, enfin, franchement, c'était... Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'était vraiment... L'objectif, c'était de discuter, de voir où on pouvait se retrouver et sur quoi on a vraiment des points de désaccord et comment on peut dépasser ces désaccords. C'est-à-dire que vous seriez capable de travailler ensemble dans le prochain conseil municipal ? Mais on va être obligés, de toute façon. Enfin... Si je puis me permettre, tout le monde devra travailler avec la liste de la LCO qui aura des élus. Oui. C'est évident. Il n'y a pas des désaccords justement qui sont rédhibitoires Il y en aura, mais il y aura aussi des points d'accord. Enfin, pour ceux qui nous concernent, effectivement, on a acté un certain nombre de désaccords, plutôt sur le rythme que sur les objectifs d'ailleurs, mais je le répète, avec les autres listes, et notamment avec la liste citoyenne, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur tout que tout d'un coup on n'est plus d'accord sur rien. C'est un peu les travers de la politique, ça. Désormais, et y compris à l'intérieur des familles politiques d'ailleurs. Quand on n'est plus d'accord sur tout, il se trouve qu'on n'est plus d'accord sur rien. Non, ça c'est la politique du vieux monde d'avant. On a des points de convergence et on travaillera sur ces points de convergence et puis on travaillera aussi à effacer nos désaccords. Là, Nathalie Pastor, les points d'achoppement justement pour cet accord entre les deux listes, c'était quoi ? C'était vraiment sur le plan écologique ? Oui, c'était plus sur ce plan-là, oui. C'est-à-dire en fait, je dirais que ce que je disais à Radio Oloron mardi soir, c'est que ça fait très longtemps maintenant, on est tous des militants. On est des gens de terrain, on travaille dans l'environnement, dans le social. Ça veut dire qu'on a des connaissances, alors je ne vais pas dire que vous n'avez pas, mais on a quand même une expérience de terrain qui est très présente. Et je vais dire qu'on a un niveau de connaissance et d'information qui est, je pense, un peu supérieur à celui que vous avez aujourd'hui. Et nous, ce qu'on propose, c'est justement de transmettre ces connaissances. Et pour pouvoir les transmettre, quoi de mieux que de discuter. Enfin, la discussion, de toute façon, elle va être obligatoire. Justement, Hervé Lubéret, ça vous a pas un peu... Tous les deux, ça vous a pas un peu bousculé, cette liste citoyenne, avec ces propositions qui étaient un petit peu originales Non, absolument pas, parce que d'abord, on a vu ce phénomène se dérouler en France depuis maintenant plusieurs années, et le nombre de listes citoyennes qu'il y a eu à l'occasion de cette élection municipale est là pour démontrer qu'effectivement, ça n'est pas un épiphénomène oloronais, mais c'est un mouvement qui est national, et les élus responsables, dont nous essayons d'être, eh bien les élus responsables doivent évidemment prendre en compte. Maintenant, je vais dire une chose. Ce qui me distingue
de Madame Pastor et qui nous opposera parce qu'on ne sera pas d'accord, c'est le problème du désenclavement de la ville d'Oloron-Sainte-Marie. Je crois que c'est le sujet rédhibitoire sur lequel effectivement nos accords ne se feront pas. Nous devons désenclaver Oloron. Madame Pastor pense qu'au contraire, il faut préserver l'environnement, etc. Mais on y reviendra dans ce débat. On y reviendra. Mais je veux dire, pour le reste, tout ce qui concerne donc la politique de l'environnement elle-même, avec les programmes TEPCV et tous les programmes qu'on a développés, TEPOS, etc., pendant ces 6 années, on peut trouver un terrain d'entente très, très facile. Daniel Lacrampe, vous, quand vous avez vu émerger cette liste citoyenne, est-ce que ça vous a pas forcé à vous remettre en question dans votre façon de faire de la politique? Mais on se remet en question en permanence. Et puis ça a été dit tout à l'heure, je crois qu'il faut le redire. Il y a eu cette crise sanitaire avec cette période de confinement qui a bouleversé bien des vies personnelles, bien des vies professionnelles, et qui nous oblige aussi à regarder le monde de manière différente. Je voudrais revenir un petit instant, si vous le permettez, sur la première partie du débat. Ne perdons pas de vue que nous sommes dans le cadre d'une gestion municipale. Alors je sais bien que les partis politiques ont leur importance, mais je crois que nous, au départ, notre liste a été une liste de large ouverture dans laquelle on avait des socialistes, dans laquelle on avait des centristes, dans laquelle on avait des républicains. Et c'était pour bien montrer également qu'on pouvait arriver à gérer une ville avec toutes les sensibilités de l'échiquier politique. C'est ça aussi qui m'a incité à maintenir notre position pour le second tour, pour offrir une alternative, pour offrir un autre mode de gouvernance, peut-être basé sur beaucoup plus d'écoute, de dialogue, de concertation, et offrir cette possibilité de choix aux électeurs. C'est aussi, je crois, alors j'ai entendu parler de trahison, je recuse bien évidemment de la manière la plus ferme ce terme-là, j'ai entendu parler d'accords secrets sur je ne sais quelles hypothétiques rumeurs. Bon, tout ça, je le récuse avec la plus... Bernard Uturi, il n'y a pas eu d'accord secret avec Daniel Lacrampe. Avec la plus grande... Moi, je sais qu'il y en a eu un. Pardon de dire que je sais qu'il y en a un. Il n'y a pas d'autre explication possible au maintien de la liste de Daniel Lacrampe, qui sait très bien qu'avec 19% au premier tour, il ne gagnera pas l'élection municipale, que d'être sûr d'être conseiller municipal pour être délégué à la communauté de communes. Et il ne pourra être élu là-bas qu'avec le soutien d'un certain nombre de maires qui appartiennent plutôt au parti politique de M. Uturi. Mais ça, c'est de la politique politicienne. C'est de la politique politicienne. Mais c'est une évidence, et c'est pas la peine de se voiler la face. Toutes les listes sont plurielles, il n'y a pas que celle de M. Lacrampe. Moi, j'ai un cheminot CGT, candidat avec moi, je ne crois pas que ce soit un homme de droite, et beaucoup d'autres. Je crois qu'il faut beaucoup plus simplement se dire que l'enjeu, c'est quand même de savoir qu'est-ce qu'on prépare pour Oloron-Sainte-Marie dans les 20 ans qui viennent. C'est quand même ça le débat. C'est tout ce que les gens ne supportent pas, ce que je viens d'entendre. Ce sont des propos d'une mythomanie incroyable. Hervé Libéret m'a mis l'intention de devenir sénateur même, ce qui est complètement... Je récuse en totalité, et une bonne fois pour toutes. Ça ne veut pas dire que je me désintéresse de la communauté de communes. Au contraire, je pense que Daniel Lacrampe, qui l'a présidé pendant quelques années, est bien placé pour dire que si certains sont montés au créneau pour en améliorer, selon nous, le fonctionnement, c'est bien nous. Ce n'est pas les représentants du pouvoir en place à la mairie d'Oloron. Donc voilà, étape par étape, nous sommes bien sûr dans une étape municipale, il serait incongru, voire pas très décent, à l'égard des maires qui constituent les électeurs de la communauté de communes, de parler de l'avenir de la communauté de communes sans eux, donc donnons-leur la priorité. Mais en tous les cas, je récuse complètement, et une fois pour toutes, ce que vient de dire Hervé Libéret, sur mon honneur. Et sur le mien également, je répète, ce sont les maires. Aujourd'hui, la première échéance, c'est l'élection municipale. Ensuite, il y aura une élection à la communauté de communes. Et ce sont les maires, ce sont l'ensemble des délégués qui votent. C'est de la politique fiction, c'est de la politique politicienne. Et je crois qu'avec la crise économique qui se prépare devant nous, peut-être et sans doute même la crise sociale, l'heure n'est plus à ces petits calculs politiciens. Alors justement, vous parliez de la crise sanitaire. Comment vous l'avez vécu parce que la campagne a été arrêtée, tout a été stoppé avec le confinement. Comment vous, candidat, vous avez vécu cette crise sanitaire et qu'est-ce que ça vous a fait Est-ce que ça vous a fait changer d'avis? Est-ce que vous avez amélioré changé un peu vos programmes? Comment ça s'est passé, Hervé Libéret?
J'ai tout simplement assumé la fonction de maire telle qu'elle est prévue par le Code général des collectivités territoriales, à savoir que c'est le maire qui doit prendre toutes les mesures de sauvegarde de la population. Et c'est ce qui a été fait. Je diffuse aujourd'hui un petit document dans toute la ville qui rappelle toutes les actions menées, à la fois la gouvernance générale, c'est-à-dire le maintien du service public permanent pour assurer tous les besoins de la population, la communication, les affaires scolaires qui ont pris un temps infini. Oui, mais ça, c'est ce qui a été fait. Mais est-ce que cette crise sanitaire vous a fait changer d'opinion ? Est-ce que vous vous êtes dit, là, je fais fausse route, je vais dans un sens et il faut peut-être ajuster le tir Très honnêtement, non, elle ne nous a pas fait forcément changer d'opinion, simplement mettre l'accent de manière un peu plus précise sur un certain nombre de sujets, notamment des sujets environnementaux. Daniel Lacrampe. Ça va me permettre de répondre à votre première question concernant la liste citoyenne. Non, je n'ai pas été surpris, je n'ai pas été dérouté par la présence de cette liste citoyenne pour une raison très très simple, et j'ai eu l'occasion de m'en expliquer avec Nathalie Pastor, y compris lors du dernier débat. Tous les sujets qui sont portés par cette liste et qui sont des sujets qui sont totalement en prise directe avec notre réalité, avec notre quotidien, étaient déjà des sujets évoqués, abordés et très très largement avancés au niveau de la ville d'Oloron et au niveau de la communauté de communes. Qu'il s'agisse de démocratie participative, où nous avons déjà mis en place depuis 2014-2015 à la communauté de communes un conseil citoyen, que ce soit sur tout ce qui a trait à la transition énergétique, au développement durable. Tous ces sujets sont portés, ont fait l'objet d'études, sont en cours de réalisation avec le programme Territoire et énergie positive, avec le programme Vélo et Territoire, avec un plan climat et énergie que nous sommes en train de réaliser. On ne part pas de rien, tout ça est déjà bien enclenché et je le répète depuis 2, 3, 4 ans pour certains de ces programmes. Nathalie Pastor, quand vous entendez ça, ça vous fait réagir ou Il ne peut pas réagir. Si. Sauf que peut-être on ne l'a pas assez informé, on n'a peut-être pas assez communiqué sur ces sujets-là. Ça, c'est peut-être quelque chose, effectivement, que l'on peut compléter. Laissons parler Nathalie. En fait, c'est là où je trouve ça intéressant ce qui est en train de se passer, c'est que le fait que nous soyons là, je pense que ça a apporté justement, ça met en lumière en fait des défaillances entre guillemets, je trouve que c'est le mot qui me vient là maintenant. Mais quand vous parlez de développement durable, moi de l'extérieur sincèrement, et de là où j'en suis dans mon niveau de connaissance, je me dis en termes de développement durable, il y aurait vraiment eu moyen de faire encore mieux sur Oloron. Ça me paraît déjà la chose qui me vient à l'esprit. En démocratie participative aussi. J'ai quelqu'un dans la liste Jésus, pour ne pas le nommer, qui a participé au CESEL, qui s'en est détaché assez rapidement. Moi, je comptais m'investir justement dans ce dispositif quand il est apparu. Et je me suis dit, heureusement que je n'y suis pas allée, j'aurais perdu mon temps, entre guillemets. Vous parlez tous les trois de démocratie participative dans vos programmes, mais je ne l'ai pas vu vivre sur le territoire. Voilà, quand nous, on a commencé à réfléchir au niveau du collectif citoyen à comment on allait mettre ça en place, on l'a déjà mis en place dès le départ dans notre manière d'aborder les choses. Les réunions publiques, on a commencé par les réunions publiques avant de commencer à définir qui serait candidat. On a commencé par ça. Pour nous, la démocratie participative, elle est vraiment dans notre ADN. C'est quelque chose qu'on a en nous et qu'on porte parce qu'on l'incarne déjà dans notre manière de faire, dans les associations. Quand je parle de gouvernance horizontale à des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude d'entendre parler de démocratie participative et de ces nouveaux dispositifs, de ces nouvelles manières de faire, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça ne fonctionne pas. Or, nous savons que ça fonctionne puisque nous le vivons au quotidien depuis des années maintenant. Bernard Uturi, cette crise sanitaire, ça vous a fait changer quand même quelque chose ? Vous avez refait un peu votre programme. Je réponds oui aux deux questions. Est-ce que l'arrivée de la liste citoyenne dans un contexte de liste plutôt classique nous a poussé ? Oui, clairement. Dans des domaines où nous n'avons pas plagié, mais nous étions sans doute trop timides. Et donc cette arrivée nous a poussé vers plus de démocratie participative. Et nous nous sommes appliqués. Pendant notre campagne, nous avons commencé classiquement, dans l'entre-soi, dans l'entre-nous, avec une centaine de personnes. Et puis dans l'entre-nous, pendant quelques semaines. Puis nous avons ouvert sur une méthode d'écoute de la population à travers une méthode qui s'appelle les groupes de pairs, où la parole est recueillie sans que nous puissions interférer dans la conversation. Et puis si la crise du Covid nous a poussé dans notre programme, oui, clairement, au niveau des écoles,
pour mettre en place des choses très pratiques qui sont dans le programme réactualisé concernant le risque de décrochage scolaire. La prise en charge financière des transports entre les écoles, la transformation des écoles en centres névralgiques des quartiers, en faisant de l'école, pour certaines catégories d'élèves qui sont des lieux de non-réussite, des lieux de plaisir et où on fait autre chose et on intègre les parents également. Dans tout ce qui relève de la démocratie participative, où nous allons accélérer la mise en place des assises citoyennes, du festival citoyen, du budget participatif chiffré. Également, dans un rôle où la commune n'est pas la première attendue, c'est le domaine économique, mais où la commune est le premier interlocuteur. Bien souvent des gens qui sont dans le désarroi, à la recherche d'un boulot, à la recherche d'une formation, à la recherche d'un logement parfois. Donc, nous avons aussi pris des contacts, si nous sommes élus, pour faire converger tous les acteurs de l'emploi, de la formation, pour du monde du travail, de manière à ce que les interlocuteurs que nous sommes puissent éclairer le chemin de ceux qui sont dans le besoin d'une manière bien précise. Dans d'autres domaines également, dans le domaine de l'aménagement du territoire, où nous allons renforcer tout ce qui est circulation apaisée, échange inversion des priorités dans les quartiers qui sont un peu surchargés en voiture. Quelques exemples. Là, on a vu, vous êtes plutôt d'accord entre vous, Nathalie Pastor et Bernard Uturi, mais il y a un sujet qui clive quand même beaucoup entre vous quatre, c'est le désenclavement. Vous en parliez, Hervé-Luc Béreil, le désenclavement de la ville d'Oloron, et notamment avec cette déviation Gabarne-Gurmançon. Vous, Hervé-Luc Béreil, vous êtes à fond pour, il faut désenclaver cette ville d'Oloron. Je veux d'abord dire que je n'entends pas ce qui vient d'être dit par vous concernant le lien entre la liste de M. Uturi et de Mme Pastor, dans le sens où j'ai le sentiment que nous intégrons totalement, nous aussi, les aspirations environnementalistes qui sont celles de Mme Pastor. Et que nous avons fait la preuve, nous, non pas que nous faisions que des discours, mais que nous avons réalisé des choses. Il faut voir quand même le programme photovoltaïque, le programme d'isolation des bâtiments, avec Oloron-Doubs, la mise en place des itinéraires cyclables en ville, etc., etc. Les choses ne commencent pas de zéro. Il y a quand même eu des choses qui ont été faites, et c'est important. Sur le désenclavement, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas développer un territoire s'il est enclavé. Je crois que c'est le désenclavement qui fait l'activité économique. Et aujourd'hui, où nous allons voir une crise terrible, notamment dans le domaine aéronautique, qui va frapper non seulement l'usine phare dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi tous les sous-traitants du territoire, qui va mettre des gens au chômage, qui a déjà commencé à mettre des gens au chômage, eh bien je crois que plus que jamais, il faut aller dans deux sens. Un, le désenclavement pour nous donner les moyens de la logistique, du transport, etc., dont nous avons besoin. Et deuxièmement, la recherche d'une nouvelle génération économique, parce que les industries modernes d'aujourd'hui seront peut-être demain nos industries traditionnelles. Daniel Lacrampe. Pour moi, les choses sont très claires également. Pour avoir participé au cours de ces dernières années à pratiquement toutes les réunions qui ont eu lieu, que ce soit à la préfecture, que ce soit au département, sur le suivi justement de tous ces chantiers, aucun doute. La liaison Gabarne-Pont-Laclos a été terminée. Le projet de liaison Gabarne-Gurmançon est acté. Il prendra peut-être un petit peu de retard, mais cette liaison va se faire et doit se faire. Il y avait un problème de choix de la maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, la maîtrise d'ouvrage a été confiée à l'État. Le département a pris en charge 50% de l'investissement. Donc ça se fera également. Je plaide pour une sécurisation de la RN 134 de Jurançon jusqu'au Somport pour ouvrir ensuite la voie vers Saragosse. Donc ça, c'est absolument indispensable. Les déviations qui doivent se faire également sur les villages entre Oloron et le Somport. Et bien évidemment, la liaison rapide Oloron-Pau, parce qu'on voit bien que la route, la RN 134 est totalement saturée. Et s'il n'y a pas de désenclavement de ce territoire, avec les enjeux que l'on a au niveau de ces grosses entreprises, au niveau de tout ce tissu industriel, ne perdons pas de vue, Oloron, c'est quand même 4000 emplois industriels. Si on veut les pérenniser, si on veut les conforter, et parce que les équilibres sont toujours fragiles, rien n'est jamais acquis en la matière, il faut que ce désenclavement se fasse jusqu'au bout. Nathalie Pastor, quand vous entendez ça, c'est à mille lieues de ce que vous pensez. À mille lieues, complètement, oui. Après, ce qui est important, c'est pas ce que je pense moi, c'est comment nous, dans le collectif citoyen, on a envie de faire les choses. Et là, ce qu'on se disait, c'est que nous, ce qu'on aimerait, c'est organiser un débat sur ce sujet.
pour que nous ayons tous le même niveau d'information, en fait. Parce que là, on parle de choses, alors, la route, c'est pour nous, c'est plutôt les camions. On pense qu'il y a vraiment moyen déjà de faire en sorte qu'il y ait moins de camions, de faire en sorte qu'il y ait aussi moins de voitures, avec le train, les navettes. Là, on a réfléchi encore, ça fait quelques années avec Auberne en Transition qu'on réfléchissait à faire un parking de voitures qu'on puisse se prêter ou louer à moindre frais. Il y a un garage à Mourinx qui existe comme ça en chantier d'insertion avec pour les gens qui ont vraiment peu de moyens, qui sont au chômage. Parce qu'en fait, la réalité, elle est là aussi. C'est qu'à Oloron, on dit oui, il n'y a pas beaucoup de chômage, mais ça représente quand même pas loin de 1000 personnes. C'est pas rien. Mais là, si on ne désenclave pas cette ville d'Oloron, est-ce qu'il n'y aurait pas le risque de voir de gros employeurs se dire c'est compliqué d'aller à Oloron, c'est compliqué je pense à Safran avec les trains d'atterrissage, de faire circuler des camions justement. Est-ce que c'est une toute autre organisation du travail que vous prônez ? Alors qu'on prône, non, mais à laquelle on aimerait bien qu'on réfléchisse, ça c'est clair. Et après, je me dis que si Safran est là, c'est que pour l'instant, en tout cas, ils ont les moyens de venir jusque-là. Enfin, le problème logistique ne se pose pas. Il y a quand même un petit détail qui a son importance, et ça ne date pas d'hier, ça remonte déjà à une dizaine d'années. Il y avait certains fournisseurs, et j'ai en tête un commerçant de matériaux de construction d'Oloron. Bien, ces fournisseurs ne venaient plus le livrer jusqu'à Oloron, lui demander de bien vouloir se rendre soit sur la région paloise, soit sur Artix, mais ne voulait plus faire le crochet. Donc ça doit nous inciter à la réflexion. Il y a un point sur lequel on peut être d'accord avec Nathalie Pastor, quand on parle de désenclaver pour faciliter les flux de véhicules. Il y a effectivement une réflexion à mener, c'est sur les transports de marchandises dangereuses. Ça c'est effectivement un sujet et une préoccupation à laquelle nous pouvons être tous très très sensibles et sur laquelle nous pouvons être d'accord. Bernard Uturi, vous, en tant que vice-président de la région, vous êtes très sensible à cette problématique des transports, justement. Alors, désenclavement de la ville d'Oloron, comment on fait ? Alors, sensible à la problématique des transports, parce que j'ai occupé effectivement cette responsabilité-là pendant quelques années, et puis aussi du développement économique. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'emploi derrière, sur les territoires. Alors, moi, je ferai un distinguo entre le désenclavement et l'évitement de l'Oloron. En fait, ce qui pose problème, c'est la déviation de l'Oloron. Et nous sommes favorables également à cette déviation. Nous sommes favorables à cette déviation parce que impact environnemental mesuré, la traversée d'Oloron par une voie, une rocade qui est devenue une desserte urbaine, avec des pavillons et des magasins de chaque côté, passant devant des centaines de camions par jour, passant devant un hôpital, passant devant un collège, devant un lycée, devant une maison de retraite, devant des centaines de pavillons et de lotissements. Et ça fait des dégâts aussi par les bruits, par les émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est pas l'idéal d'aller consommer de la terre agricole, mais entre deux mots, nous sommes effectivement favorables, sauf à nous démontrer que l'alternative des camions est dans les 10 années à venir. Ce n'est pas vrai. Les flux économiques sont établis de telle sorte qu'ils ne sont pas irréversibles, mais ça mettra du temps, puisque les entreprises ne veulent pas travailler à flux tendu et préfèrent avoir les stocks sur les routes que dans leur arrière-boutique. Et puisque toutes les recherches pour le verdissement des moteurs les mettront un petit peu de temps. On n'est pas encore au moteur à hydrogène, on n'est pas encore au moteur électrique, si ce n'est accepter que le moteur électrique soit animé par de l'énergie d'origine nucléaire. Donc voilà. Mais sur le désenclavement, je serais plus nuancé. Parce que, après tout, depuis que Oloron est désenclavé, l'INT n'est jamais parti. Au contraire, renforce ses unités de production. Safran, pareil. Mauléon, qui est à côté, qui souffre encore plus de désenclavement et qui a une économie qui est basée plus sur des PME et un tissu artisanal, petites entreprises, moyennes entreprises, est une niche de créativité que l'enclavement n'a pas empêché de s'épanouir.
Voilà. Je pense que les projets d'infrastructure importants qui visent à mettre des accélérations entre deux villes sur plusieurs dizaines de kilomètres ne seront pas dans les écrans radars de nos possibilités financières, compte tenu du mur de dette que nous sommes en train d'ériger, État, collectivité, dans le temps à venir. Nathalie Pastor, je vous voyais réagir là à ce qui était dit. L'évitement d'Oloron, par contre, me paraît prioritaire. D'Oloron, de Gurmançon, d'Azasp. Mais moi aussi, je veux parler. Nathalie Pastor. Oui. Moi, j'ai réagi assez fortement, oui, effectivement. C'est que là, moi, ce que je vois, c'est qu'on est dans une période quand même particulière. On sait tous, on en a parlé justement mardi soir, que ce qui arrive là, les mois qui viennent vont être très difficiles sur le plan économique. On va quand même avoir des décisions à prendre au niveau des priorités. Est-ce que l'argent qui va être mis dans cette déviation, on ne pourrait pas le mettre ailleurs? On a l'hôpital qui est en mauvaise santé. On a la crise alimentaire qui va arriver aussi. Enfin, vous parlez de terres agricoles. Moi, franchement, que je me dis, mais la déviation, enfin là, je ne pensais pas en parler là maintenant parce que nous, on cherche vraiment à avoir un débat. Mais moi, ça me choque vraiment. Je me dis, là, demain, là, dans les années qui viennent, enfin l'année prochaine, là, cet hiver peut-être, on ne sait pas justement si on va pouvoir avoir suffisamment de stock alimentaire. Et là, vous êtes en train de parler de déviation. Excusez-moi, mais oui, Hervé Lubéret, vous souhaitez réagir? Moi, je ne parle pas déviation, pardon, je parle emploi. Je crois que dans un territoire, il faut que les gens puissent travailler si on veut qu'ils vivent heureux. Et notre rôle à nous, c'est d'essayer de faire tout en sorte que les entreprises puissent se développer. Nous ne sommes pas des entrepreneurs. Ce n'est pas nous qui créons les emplois. Notre rôle à nous, c'est de faciliter l'implantation d'entreprises. Et dans ce cadre-là, on ne peut pas ne pas se poser certaines questions. J'en pose une, puisqu'on parlait de Lindt et Sprungli tout à l'heure. Est-ce que ça ne vous interroge pas, à vous, que la chaîne du froid de Lindt ait été installée à Artix plutôt qu'à Oloron? Il faut peut-être se demander pourquoi, et se demander si à terme, ça n'aurait pas été plus intéressant de l'avoir à Oloron. Un deuxième exemple, le désenclavement, il permet aussi la mise en place, y compris de transports vertueux. La liaison entre le train et la route permet de faire du ferroutage, par exemple. Peut-être faut-il y réfléchir. Un jour, ce sera obligatoire pour traverser les Pyrénées. Ça existe vers la Suisse. Un jour, ça existera chez nous. Eh bien, il faut nous y préparer. Une zone logistique, aujourd'hui, c'est autour d'elle que s'installent les entreprises nouvelles. Et enfin, pour parler de l'hôpital, vous avez raison. Il y a beaucoup de souffrance à l'hôpital. On l'a vu cette semaine. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais enfin, n'exagérons pas. Oui, ça fait des années, oui. Mais n'exagérons quand même pas tout. Il y a 20 millions d'euros qui sont actuellement investis dans l'hôpital, il y a une IRM qui arrive, il y a un travail de fond qui est fait avec l'ARS pour essayer d'optimiser tous les moyens que nous avons. Nous amenons le rein artificiel à Oloron. Bon, on peut dire que tout va mal, mais il y a quand même quelques éléments d'espoir. Pourtant, il y a un peu une désertification médicale. Vous avez perdu la maternité qui a été fermée. On l'a vu dans un combat que vous avez perdu. Je dînais hier soir avec mon troisième de liste, qui est le docteur Jean-Luc Marle, qui est chirurgien à l'hôpital, et qui m'indiquait qu'il n'y a aucune raison que nous ayons des difficultés dans ce domaine-là, et même dans le domaine de la démographie médicale. Que les médecins, on peut les trouver à condition de s'en donner les moyens. C'est ce que nous proposons. Daniel Lacrampe, sur ce thème de la santé. Bien, la crise sanitaire que l'on vient de traverser nous démontre toute l'importance de ce secteur, nous démontre les fragilités. La santé a montré ses limites là pendant cette période. Bon, je crois qu'il est absolument important de s'y pencher. La communauté de communes a engagé également un travail très très important avec un deuxième contrat local de santé, qui est la déclinaison sur un territoire du programme lancé au niveau régional. Il y avait eu un premier contrat local de santé 2014-2018 qui a été un véritable succès puisque l'agence régionale de santé a souhaité lancer un deuxième contrat qui est actuellement en cours. Il y a un projet de maison de santé, mais je crois que tout ce qui a trait à la santé, contrat local de santé, maison de santé, organisation de la santé, ne peut se concevoir qu'autour d'un centre hospitalier qui soit fort, avec toutes les spécialités, le maximum de spécialités. Et je crois qu'il faut absolument que cet hôpital soit la clé de voûte de toute la santé sur un territoire comme le nôtre. Pour la ville d'Oloron, mais également pour l'ensemble des communes qui constituent le Haut-Béarn. Et tout ça en lien également avec le centre hospitalier de Pau dans le cadre de cette nouvelle réorganisation. Bernard Uturi, comment est-ce qu'on fait revenir des médecins? Parce que là, vous disiez, vous avez
beaucoup travaillé, on l'a vécu avec la maternité, avec le combat pour la maternité. Cette difficulté pour faire venir des médecins, c'est comme ça dans beaucoup de villes qui se donnent beaucoup de moyens. Comment est-ce qu'on fait revenir des médecins à Oloron? Oui, alors, un constat d'abord, il faut compter le nombre de médecins à Oloron. Le vent du boulet a soufflé sérieusement il y a une dizaine d'années, quand les médecins montaient en moyenne d'âge. Ça va mieux, parce que les médecins, déjà, se sont organisés. Les médecins de ville travaillent en cabinet. Quand ils travaillent en cabinet, ils anticipent leur départ à la retraite en faisant venir des remplaçants qui leur succèdent par la suite. Donc, le sujet n'est pas d'actualité, et la peur n'écarte pas le danger. Mais ça peut revenir. Donc, la collectivité peut, en matière de santé, intervenir à plusieurs niveaux. Elle peut intervenir d'abord en étant attractive pour cette catégorie de professionnels de la santé, les médecins, les spécialistes, les médecins hospitaliers, qui généralement vont davantage vers des centres plus importants où ils peuvent notamment anticiper sur une scolarité de leurs gamins depuis l'école maternelle jusqu'à l'université. Ça joue. Sur les secteurs littoraux, les médecins se marchent dessus. Sur les secteurs un petit peu retirés, c'est moins le cas. Mais ce n'est pas aussi sinistre que on veut bien le dire quand on ne se documente pas. Comment la collectivité peut intervenir quand c'est une commune sur la santé? En créant des aménagements qui déstressent un peu la population. Parce qu'une grande partie de nos maladies vient aussi du stress ambiant, donc créer des espaces de déambulation, aller vers le ticket santé prescrit par les médecins. Et puis, puisque d'une manière générale, ce n'est pas automatique, mais à Oloron c'est le cas, le maire est président du conseil de surveillance de l'ARS, a moins de prise sur l'ARS qu'il n'en avait dans le format antérieur sur l'agence régionale de santé. Non, c'était plus... c'était le conseil d'administration. Voilà, le conseil d'administration. Avait plus de pouvoir que le conseil de surveillance. Et donc, il appartient effectivement au maire de mobiliser toutes ses troupes, toute la population, d'emporter la parole pour que on ne se contente pas de dire que, mais oui, on n'a pas les moyens d'avoir des cardiologues, donc on n'a pas de cardiologue. Pour mobiliser nos législateurs de manière à ce que la répartition médicale se fasse d'une manière un peu plus harmonieuse sur le territoire, qui n'est pas un trop plein d'un côté et puis pas assez de l'autre, parce que c'est ce qui se passe. Je vous coupe parce que le temps file. Nathalie Pastor, sur cette problématique de la santé et des médecins. Moi, je fais juste un constat, c'est que je ne peux pas être d'accord avec ce que vous dites sur le fait que ça va bien. C'est juste pas la réalité. J'ai dit que c'était pas aussi sinistre ça va pas si mal que ça. J'ai pas dit que ça allait bien. Non. L'hôpital, ça va pas bien, l'hôpital. Oui, l'hôpital et puis... Le personnel n'est pas payé, ils sont saturés de travail, ils sont dans l'anxiété la plus totale, ça va pas bien. Je parlais des médecins mais même de ville. Les médecins de ville, il y a pas aujourd'hui, quand on veut avoir un médecin traitant à Oloron, ils ne prennent plus de nouveaux patients. Je veux dire un mot sur le problème de médecine. La première chose, c'est qu'il faut donner les moyens techniques et matériels aux médecins de pouvoir exercer dans des conditions qui soient satisfaisantes. C'est pour ça que nous proposons d'acheter l'ancienne polyclinique de Saint-Pé pour la transformer en maison de santé très rapidement et pouvoir installer les médecins comme ça. Deuxièmement, avant d'aller voir les aménagements urbains dont parlait Bernard Uturi à l'instant, il y a l'étude des filières de médecins, car il y a des circuits qui permettent d'avoir des médecins. Jouons sur des médecins de notoriété, je pense au docteur Marle, bien sûr, en vous disant ça, qui ont leurs entrées dans les facultés de médecine, qui ont la capacité de faire venir auprès d'eux des internes, etc., pour intéresser petit à petit des médecins à venir à Oloron. Puis il y a d'autres filières. On parlait de cardiologie tout à l'heure. Eh bien, le docteur Sanchez, cardiologue, vient de s'installer à Oloron il y a à peu près un mois maintenant et vient conforter l'équipe. Donc, oui, il y a des difficultés. Oui, c'est compliqué. Mais il y a de l'espoir. Daniel Lacrampe, oui. Sur ce sujet-là, je voudrais dire que toutes ces pistes de recherche et des filières ont été exploitées, sont en cours d'exploitation. Il faut par exemple s'appuyer également sur l'initiative qui est faite par le département au niveau de présence médicale, justement pour aller essayer d'identifier les médecins qui sont issus de ce territoire et les inciter à vouloir revenir. Mais je crois qu'il faut aussi écouter les professionnels de santé, savoir quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins. Alors moi, j'entends, on va racheter l'ancienne polyclinique. Aujourd'hui, pour travailler depuis très très longtemps avec l'ensemble des professionnels de santé, médecins, infirmières, kinés, on connaît leurs intentions. On sait une chose, par rapport à votre question tout à l'heure.
Une maison de santé, ce n'est pas l'alpha et l'oméga qui va solutionner tous les problèmes. Mais on sait aujourd'hui que les jeunes médecins, les nouveaux médecins, les médecins généralistes par exemple, ne veulent venir s'installer que dans des structures où ils vont pouvoir être avec des confrères. Ils ne veulent plus se retrouver dans des cabinets isolés. Donc ça, c'est déjà une certitude. C'est pas une certitude de Daniel Lacrampe, c'est la certitude qui nous est donnée par l'ensemble de ces professionnels de santé. Et dernier point, je crois que là aussi, la crise sanitaire que l'on vient de traverser va modifier ce paysage, a donné l'occasion à tous ces professionnels libéraux hospitaliers de travailler ensemble et va modifier beaucoup de comportements. C'est la fin de ce débat. Désolé Hervé-Luc Béreil, on a déjà fini. Les 40 minutes sont déjà passées. Merci à toute l'équipe technique, à Bruno Villa à la réalisation, Emmanuel Kaufmann, Sylvie Aquaviva et Nicolas Rançon qui m'a aidé à préparer ce débat. Très belle soirée sur France 3 et à très bientôt. Merci beaucoup.